La corde au cou. Partie 15 finale. Chapitre 3 de la partie 3. Lorsqu'en quittant la comtesse de Clodieuse, mademoiselle de Chandoré rejoignit les parents et les amis de Jacques. « Maintenant, oui, leur dit-elle, rayonnante d'espoir. Maintenant, nous l'emportons. » Son grand-père et le marquis de Boiscoran la pressaient de s'expliquer. Elle refusa de rien dire, et ce n'est que plus tard, dans la soirée, qu'elle avoua à maître Folga ce qu'elle avait obtenu, et comment il était plus que probable que le comte, avant de mourir, reviendrait sur sa déposition. « Cela seul sauverait Jacques, » déclara le jeune avocat. Mais cette espérance lui était un nouvel encouragement à redoubler d'efforts, et, tout brisé qu'il fût des émotions et des luttes de l'audience, il passa la nuit dans le cabinet de grand-père Chandoré à rédiger, de concert avec maître Magloire, la requête où il exposait les causes de nullité du jugement. N'ayant achevé que, lorsqu'il faisait déjà grand jour, il ne voulut pas se coucher, et c'est sur un fauteuil qu'il s'établit pour prendre quelques heures de repos. Il n'y avait pas une heure qu'il dormait lorsqu'il fut réveillé par le vieil Antoine, lequel venait lui annoncer qu'il y avait en bas un inconnu qui demandait instamment à lui parler. Tout en se frottant les yeux, il descendit et, arrivé dans le corridor, il se trouva en face d'un homme d'une 50aine d'années, de mine passablement suspecte, portant moustache et barbiche, et vêtu de ce pantalon large et de cette redingote étroite qu'affectionnent les anciens militaires. « Vous êtes maître Folga ?» lui demanda cet individu. « Oui. Eh bien, moi, je suis l'agent que l'ami Goudard avait expédié en Angleterre. » Le jeune avocat tressauta. « De quand ? Ici ? » ?»« De ce matin, par l'express. 24 heures trop tard, je le sais. Je l'ai appris par un journal que j'ai acheté à la gare. Monsieur de Boiscoran est condamné. Et cependant, je vous jure que je n'ai pas perdu une minute et que j'ai bien gagné la prime qui m'avait été promise en cas de succès. Vous avez donc réussi ? Naturellement. Ne vous disais-je pas dans ma lettre de Jersey que j'étais sûr de mon fait ? Vous avez retrouvé ce qui ? 24 heures après vous avoir écrit dans un public house de Bully Bay. Elle ne voulait pas venir, la matine. Vous l'avez amenée ? Parbleu, elle est à l'hôtel de France, où je l'ai déposée avant de venir vous demander. Sait-elle quelque chose ? Tout. Courez me la chercher. Depuis le temps qu'il espérait ce succès, maître Folga s'était préparé à en tirer tout le parti possible. Dans un album de mademoiselle Denise, il avait, au milieu d'une 30aine de photographies, glissé le portrait de madame de Clodieuse. Il alla chercher cet album, et il venait de le poser sur la table du salon quand l'agent reparut, suivi de sa capture. Ce qui avait été fort exactement dépeinte par le garçon traiteur de la rue des Vignes. C'était une grande diablesse d'une 40aine d'années, aux traits durs, aux manières homasses, habillée avec cette prétention si comique des Anglaises des basses classes qui peuvent disposer de quelque argent. Interrogée par maître Folga, « Je suis restée 4 ans, rue des Vignes, » répondit-elle, en français très compréhensible, bien qu'avec un déplorable accent, « et j'y serai encore sans la guerre. Dès les premiers jours que j'y fus placée, je reconnus que j'étais la gardienne d'une maison où des amoureux se donnaient rendez-vous. Cela ne me convenait pas trop, parce qu'on a son amour-propre, n'est-ce pas ? Mais la place était bonne, je n'avais rien à faire. Bref, je restais. Cependant, mes patrons se défiaient de moi, je le voyais bien. Quand ils devaient se rencontrer, monsieur m'envoyait en course à Versailles, à Saint-Germain, à Orléans même. Cela me blessait si fort que je résolus de découvrir ce qu'on me cachait. Je n'y eus pas beaucoup de peine, et dès la semaine suivante, je savais que monsieur ne s'appelait pas plus Sir Burnett que moi, et que c'était là un nom de guerre qu'il avait emprunté à un de ses amis. Comment vous y êtes-vous prise ? Eh bien, simplement. Un jour, que monsieur s'en allait à pied, je le suivis, et je le vis entrer dans un hôtel de la rue de l'Université. En face, des domestiques causaient sur une porte. Je leur demandai qui était ce monsieur, et ils me répondirent que c'était le fils du marquis de Boiscoran. Voilà pour votre patron. Mais la visiteuse. Sucky Wood souriait. Pour la dame, répondit-elle, je fis exactement la même chose. Il me fallut du temps, par exemple, et de la patience, parce qu'elle prenait des précautions incroyables, et j'ai perdu plus d'un après-midi à la guetter. Mais plus elle se cachait, plus j'avais envie de savoir, comme de juste. Enfin, un soir, qu'elle quitta la maison en voiture, je pris un fiacre, moi aussi, et je la suivis. C'est rue de la ferme des Mathurins qu'elle se fit conduire.
Le lendemain, je vins aux informations chez les concierges, sous prétexte de demander une place. Et j'appris que cette dame était mariée en province, qu'elle venait tous les ans passer un mois chez ses parents, et qu'elle s'appelait la comtesse de Clodieuze. Et Jacques qui prétendait, qui soutenait que ceux qui ne devaient rien ne pouvaient rien savoir. « Mais l'avez-vous vue, cette dame » interrogea maître Folga. « Comme je vous vois. »« La reconnaîtriez-vous » ?»« Entre mille. »« Et si l'on vous montrait son portrait ?»« Je ne m'y tromperais pas. » Maître Folga lui tendit l'album. « Eh bien, cherchez, dit-il. » Ce fut l'affaire d'1 minute. « La voilà » s'écria Secchi, en mettant le doigt sur la photographie de madame de Clodieuze. Il n'y avait plus à douter. Seulement, reprit le jeune avocat, il faudrait, Miss Secchi, répéter devant la justice tout ce que vous venez de dire. Je le répéterai volontiers, puisque c'est la vérité. Cela étant, on va vous chercher un logement, et vous y resterez à notre disposition. Soyez sans crainte, vous ne manquerez de rien, et l'on vous payera des gages comme si vous étiez en place. Maître Folga n'eut pas le temps d'en dire davantage. Le docteur Seignebos entrait comme un coup de vent, en criant à pleine voix. « Victoire ! Cette fois, victoire complète !» Mais il ne pouvait parler devant Secchi Wood et l'agent. Il les congédia sans plus de façon, et dès qu'ils furent dehors. « Je sors de l'hôpital, dit-il à maître Folga. J'ai vu Goudard. Il a réussi. Il a fait parler Cocoleux. » Qu'a-t-il dit ? Ce que je savais bien qu'il dirait, si l'on parvenait à lui délier la langue. Mais vous l'entendrez, car il ne suffit pas que Cocoleux avoue tout à Godard. Il faut qu'il se trouve là des témoins pour recueillir les aveux de ce misérable. Devant des témoins, il ne parlera pas. Il ne les verra pas. Ils resteront cachés. L'endroit est admirablement disposé pour une surprise. Et si, une fois les témoins cachés, Cocoleux s'obstine à se taire ? Point, Goudard a trouvé le secret de le faire jaser quand il veut. Ah, c'est un habile matin, et qui sait son métier. Avez-vous confiance en lui ? Oh, complètement. Eh bien, il répond du succès. Venez aujourd'hui même, m'a-t-il dit, entre 1h et 2, avec maître Folga, le procureur de la République, et monsieur Daveline. Placez-vous à l'endroit où je vais vous montrer, et laissez-moi faire. Et là-dessus, il m'a fait voir où nous mettre, et m'a indiqué comment je lui ferai connaître notre présence. Maître Folga n'hésita pas. Nous n'avons pas un moment à perdre, dit-il. Courons au parquet. Mais, dans le corridor même, le docteur et maître Folga furent arrêtés par Méchinet, lequel arrivait hors d'haleine et à demi fou de joie. « C'est monsieur d'Aubigeon qui m'envoie vous chercher, leur dit-il. Écoutez ce qui arrive. » Et, rapidement, il les met au fait des événements de la matinée, du récit de Cheminot et de la déposition de la bonne de madame de Clodieuze. « Ah, cette fois, c'est bien le salut !» s'écria monsieur Seignebos. Maître Folga pâlissait d'émotion. « Avant de nous éloigner, proposa-t-il, apprenons ce qui se passe au marquis de Boiscoran et à mademoiselle Denise. »« Non, interrompit le médecin, attendons une certitude. En route, plutôt, en route. » Ils avaient raison de se hâter. Le procureur de la République et le juge d'instruction les attendaient avec une impatience sans nom. Et dès qu'ils entrèrent dans la petite salle du greffe, « Eh bien, s'écria M. d'Aubigeon, Méchinet vous a tout dit. »« Oui, répondit maître Folga, mais nous savons encore autre chose que vous ignorez. » Et il se mit à raconter l'arrivée de Secchi Wood et sa déposition. Écrasé sous tant de preuves de son erreur, M. Galpin d'Aveline s'était affaissé sur sa chaise, sans mouvement, sans voix. Mais M. d'Aubigeon était radieux. « Décidément, s'écria-t-il, Jacques est innocent. »« Il l'est sûrement, prononça le docteur Seignebos, et la preuve, c'est que je connais le coupable. »« Oh, et vous le connaîtrez comme moi, si vous voulez prendre, ainsi que monsieur le juge d'instruction, la peine de me suivre à l'hôpital. » 1h venait de sonner, et aucun d'eux n'avait rien pris de la journée, mais c'était bien le moment de songer à déjeuner. Sans l'ombre d'une hésitation, « Venez-vous, Daveline ?» dit simplement le procureur de la République. Machinalement, avec des mouvements d'automate, le pauvre juge se leva, et ils partirent, laissant, le long des rues, les gens de Sauveterre stupéfaits de les voir ensemble. C'est à madame la supérieure de l'hôpital que M. d'Aubigeon s'adressa d'abord, et quand il lui eut expliqué ce dont il s'agissait, levant au ciel des yeux résignés, «
Faites, messieurs, répondit-elle. Faites, et puissiez-vous réussir, car c'est une lourde croix que ces perpétuelles descentes de justice dans notre paisible maison. Suivez-moi donc au quartier des fous, messieurs, dit le docteur. On appelle le quartier des fous, à l'hôpital de Sauveterre, une petite construction basse, devant laquelle est une cour sablée entourée d'un mur fort élevé. Cette bâtisse est divisée en 6 cellules, ayant chacune 2 portes, l'une qui donne sur la cour à l'usage des fous, l'autre s'ouvrant à l'extérieur et destinée aux gens de service. C'est une de ces dernières qu'ouvrit le docteur Saignebosse, et après avoir recommandé le plus religieux silence, car le moindre bruit suspect pouvait réveiller les défiances de Cocoleux, il fit entrer ses compagnons dans une cellule dont la porte donnant sur la cour était fermée. Mais cette porte était percée d'un large judas grillé d'où, sans être vu, on pouvait voir et entendre ce qui se passait et se disait dans la cour. À moins de 2 mètres du judas, sur un banc de bois, étaient assis au soleil Goudard et Cocoleux. À force d'étude et de volonté, le policier avait réussi à donner à son visage une affreuse expression d'hébétude, à ce point que les gens de l'hôpital l'estimaient plus idiot que l'autre. Il tenait son violon qui, sur l'ordre du docteur, lui avait été laissé, et il s'en accompagnait, tout en répétant cette ronde saintongeoise qu'il chantait le jour où, sur le marché neuf, il avait accosté maître Folga. Quand la géasson y eut des ailes, y s'envolit sur les maisons, la pibole. Y s'envolit sur les maisons, pibolon. Cocoleux, une large tartine d'une main et un gros couteau de paysan de l'autre, achevait son repas. Mais cette musique le ravissait si fort qu'il en oubliait de manger et, la lèvre pendante, l'œil à demi clos, il se dodelinait en mesure. « Ils sont hideux », ne put s'empêcher de murmurer maître Folga. Cependant, Goudard, prévenu par le signal convenu, venait de finir son couplet. Il se pencha et retira de dessous le banc une énorme bouteille, dont il parut avaler une large lampée. Il passa ensuite la bouteille à Cocoleux, lequel, à son tour, se mit à boire, avidement, longtemps, et avec une expression de béatitude idiote. Après quoi, se passant la main sur le creux de l'estomac, « C'est bon », bégaya-t-il. M. d'Aubigeon s'était penché à l'oreille du docteur Saignebosse. « Ah, je comprends, maintenant, » murmura-t-il. « Et, aux yeux de Cocoleux, je vois qu'il y a longtemps déjà que dure cet exercice de bouteille. Le misérable est ivre. » Ayant repris son violon, Goudard chantait. « Et des maisons sur une église, qu'était l'église d'Avalon? La pibole. Qu'était l'église d'Avalon? Pibolon. »« À boire !» interrompit Cocoleux. Après s'être fait un peu prier, Goudard lui tendit la bouteille, et tandis que, la tête renversée, il buvait à perdre la respiration. « Eh bien, lui dit-il, tu n'avais pas de bon vin comme cela au Valpinçon. »« Oh, si, répondit Cocoleux, mais pas tant que tu voulais. »« Si, tout mon soûl. » Et riant d'un rire épais, j'entrais dans le cellier par une fenêtre, bégaya-t-il, et je buvais avec une paille. Tu dois regretter ce temps-là. Oh oui. Seulement, puisque tu étais si bien au Valpinçon, pourquoi y as-tu mis le feu? Pressés autour du guichet de la cellule, les témoins de cette scène étrange retenaient leur respiration. Je ne voulais brûler que les fagots pour faire sortir monsieur le comte, répondit Cocoleux. Ce n'est pas ma faute si le feu a pris partout. Et pourquoi voulais-tu tuer le comte? Pour que la dame se marie avec monsieur de Boiscoran. C'est donc elle qui te l'avait commandé? Oh non, mais elle disait en pleurant qu'elle serait heureuse si son mari était mort. Alors, comme elle était bonne pour Cocoleux et le comte mauvais, j'ai tiré. Bon, mais alors, pourquoi dire que c'était monsieur de Boiscoran qui avait fait le coup?
On commençait à dire que c'était moi. Tant pis, j'aime mieux qu'on lui coupe le cou qu'à moi. Il frissonnait en disant cela, tellement que Goudard, craignant d'être allé un peu vite, reprit sa chanson. Le curé disait « Dominus, lageason idi vobiscum, la pibole, lageason idi vobiscum, pibolon ». Puis, sans cesser de racler une mélodie vague, et après une nouvelle caresse de Cocoleux à la bouteille. « Où avais-tu pris le fusil ?» demanda le policier. « Je l'avais pris au compte pour tirer des oiseaux, et je l'ai encore, caché dans le trou où Michel m'a retrouvé. » C'est tout ce qu'en put supporter le bouillant docteur Saignebosse, ouvrant brusquement la porte et s'élançant dans la cour. « Bravo, Goudard !» s'écria-t-il. Mais, au bruit, Cocoleux s'était dressé. Il comprit, car la terreur dissipa son ivresse et décomposa ses traits. « Ah ! Brigand !» hurla-t-il. Et, se jetant sur Goudard, il le frappa de 2 coups de couteau. Trop rapide et trop imprévu avait été le mouvement pour qu'il fût possible de s'y opposer. Repoussant violemment maître Folga qui cherchait à le désarmer, Cocoleux bondit jusqu'à l'un des angles de la cour, et là, terrible comme la bête acculée, l'œil injecté de sang, la bouche écumante, il menaçait de son redoutable couteau quiconque faisait mine d'approcher. Au cri de M. d'Aubigeon et de M. d'Aveline, les employés de l'hôpital s'étaient hâtés d'accourir. Et, cependant, la lutte eût été sanglante, probablement, sans la présence d'esprit d'un gardien qui, se hissant sur la crête du mur, réussit à prendre dans un nœud coulant le bras du misérable. En un instant, il fut renversé, désarmé et mis hors d'état de nuire. On fera de moi ce qu'on voudra, dit-il alors. Je ne prononcerai plus une parole. Pendant ce temps, l'involontaire et désolé auteur de la catastrophe, le docteur Saignebosse, s'empressait près de Goudard, lequel gisait inanimé sur le sable de la cour. Les 2 blessures du malheureux policier étaient graves, mais non mortelles, ni même très dangereuses, le couteau ayant glissé sur les côtes. Transporté dans une des chambres particulières de l'hôpital, il ne tarda pas à reprendre connaissance. Et, voyant pencher sur son lit M. d'Aubigeon et M. d'Aveline, le docteur et maître Folga. « Eh bien, murmura-t-il avec un triste sourire, n'avais-je pas raison de dire que mon métier est un fichu métier ? Mais rien ne vous empêche de l'abandonner, répondit maître Folga, si véritablement certaines maisons que nous avons visitées ensemble suffit à votre ambition. Le visage pâli du policier s'illumina. « On me la donnerait ?» s'écria-t-il. « N'avez-vous pas découvert et livré à la justice le vrai coupable ? Béni soit, en ce cas, les coups de couteau. Je sens qu'avant 15 jours je serai sur pied. Vite, une plume et de l'encre. Que j'envoie ma démission et que j'annonce à ma femme la bonne nouvelle. » Il fut interrompu par l'entrée d'un des huissiers du tribunal. S'approchant du procureur de la République. « Monsieur, dit respectueusement cet homme, monsieur le curé de Bréchy vous attend au parquet. »« Je suis à lui à l'instant, répondit M. d'Aubigeon. Et s'adressant à ses compagnons. « Venez, messieurs, dit-il. Venez. » Le curé de Bréchy l'y attendait, en effet, et il se leva vivement du fauteuil où il était assis lorsqu'il vit entrer le procureur de la République et M. d'Aveline, maître Folga et le docteur Saignebosse. « Peut-être est-ce à moi seul que vous voulez parler, monsieur le curé ?» demanda M. d'Aubigeon. « Non, monsieur, » répondit le vieux prêtre, « non. L'œuvre de réparation dont je suis chargé doit être publique. » Et, présentant une lettre, « Lisez, ajouta-t-il, lisez à haute voix. » Rompant d'une main tremblante d'émotion le cachet armorié, le procureur de la République lut. « Au moment de mourir en chrétien, comme j'ai vécu, je me dois à moi-même, je dois à Dieu que j'ai offensé et aux hommes que j'ai trompés, de proclamer ce qui est la vérité. Inspiré par la haine, je me suis rendu coupable d'un faux témoignage exécrable, en disant que l'homme qui a tiré sur moi est M. de Boiscoran et que je l'ai reconnu. Non seulement je ne l'ai pas reconnu, mais je sais qu'il est innocent.
J'en suis sûr, je le jure, par tout ce qu'il y a de sacré en ce monde que je vais quitter, et en l'autre, où m'attend le souverain juge. Puisse monsieur de Boiscoran me pardonner comme je pardonne moi-même. Trivulse de Clodieuses. Malheureux homme, murmura maître Folga, mais déjà le curé reprenait. Vous le voyez, messieurs, monsieur de Clodieuses ne met à sa rétractation aucune condition. Il ne demande rien, sinon que la vérité éclate. Et cependant, je serai l'interprète des derniers désirs d'un mourant, en vous suppliant de ne pas prononcer, dans le nouveau procès, le nom de la comtesse de Clodieuses. Des larmes brillaient dans tous les yeux. Soyez sans inquiétude, monsieur le curé, répondit monsieur d'Aubigeon. Les derniers vœux de monsieur de Clodieuses seront exaucés. Le nom de la comtesse ne sera pas prononcé. Il n'en sera pas besoin. Le secret de sa faute sera religieusement gardé par ceux qui le connaissent. Il était 4 heures à ce moment. 1 heure plus tard, arrivèrent au tribunal un gendarme et Michel, le fils du métayer de Boiscoran, qui avait été chargé d'aller vérifier les déclarations de Cocoleux. Il rapportait le fusil dont le misérable s'était servi, et qu'il avait caché dans une tanière qu'il s'était creusée dans les bois de Roche-Pommier, et où Michel l'avait découvert le lendemain du crime. Désormais, l'innocence de Jacques était plus claire que le jour, et bien qu'il dût rester sous le coup de sa condamnation jusqu'à la réforme du jugement, il fut décidé, le président des assises, M. Dominy, et M. Dulopte de la Granzière s'en mêlant, qu'il serait mis le soir même en liberté provisoire. À maître Folga et à maître Magloire revenait l'agréable mission d'annoncer aux prisonniers cette heureuse nouvelle. Ils le trouvèrent marchant comme un fou dans sa cellule, en proie aux plus indicibles angoisses, depuis les mots d'espoir que lui avait, le matin, adressé M. d'Aubigeon. Oui, il espérait, et cependant, quand il sut qu'il était sauvé, qu'il était libre, il s'affaissa comme une masse sur une chaise, moins fort contre la joie que contre la douleur. Mais on se remet vite de telles émotions. Quelques instants plus tard, Jacques de Boiscoran, donnant le bras à ses défenseurs, sortait de cette prison où il avait, pendant des mois, enduré tout ce que peut souffrir un honnête homme. Effroyable expiation de ce qui, pour tant de gens, est à peine une faute légère. En arrivant rue de la Rampe, « On ne vous attend certes pas, dit maître Folga à son client, ralentissez le pas, tandis que je me présenterai le premier. » Il trouva les parents et les amis de Jacques réunis au salon, dévorés d'anxiété, car ils ignoraient encore ce qu'il pouvait y avoir de fondé dans les bruits vagues arrivés jusqu'à eux. Avec les plus savantes précautions, le jeune avocat entreprit de les préparer à la vérité. Mais mademoiselle Denise l'interrompit. « Où est Jacques ?» Jacques était à ses genoux, éperdu de reconnaissance et d'amour. Le lendemain eut lieu l'enterrement du comte de Clodieuses et de la plus jeune de ses filles. Et le soir même, la comtesse quittait Sauveterre pour s'établir chez son père, à Paris, où elle ne devait pas tarder à grossir le clan des révoltés. Ainsi que cela devait être, le jugement qui frappait Jacques fut réformé, et Cocoleux, reconnu coupable du crime du Valpinçon, était condamné aux travaux forcés à perpétuité. 1 mois plus tard, Jacques de Boiscoran épousait, à l'église de Bréchy, mademoiselle Denise de Chandoré. Les témoins du marié étaient maître Magloire et le docteur Seignebos, et ceux de la mariée, maître Folga et monsieur d'Aubigeon. Même l'excellent procureur de la République oublia quelque peu, ce jour-là, la gravité de ses fonctions. Il ne cessait de répéter « Nunc est bibendum, nun pede libero, pulsanda telus ». Et il but, en effet, et il ouvrit le bal avec la mariée. M. Galpin d'Aveline, envoyé en Afrique, n'assista pas à ces noces, mais Méchinet y brilla, débarrassé, grâce à Jacques, de tous ses soucis d'argent. Et, aujourd'hui, les époux Blangin ont presque tout dévoré l'argent qu'ils avaient extorqué à mademoiselle Denise de Chandoré. Cheminot, garde particulier de Boiscoran, est la terreur des vagabonds. Et Goudard, jardinier pépiniériste, vend les plus belles pêches de Paris.